Perrette, ayant sur sa tête un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courte vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en dépensait l'argent, acheter un 102 faisait triple couvée. La chose allait bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'ai eu, de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Oh, le lait tombe, adieu, veau, vache, cochon couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari. En grand danger d'être battu, le récit en farce fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Puis Crocole, puis Russe, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous, qui ne songent en veillant. Il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi, je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'est lié roi, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quel accident fait-il que je rentre en moi-même et je suis Grosjean comme devant. J'espère que ça vous aura replongé en enfance, enfin pour ceux qui auront étudié ou ne serait-ce qu'entendu parler de Jean de La Fontaine ou de ses fables. Et oui, notre chasse aux fragonards nous mène aujourd'hui à la rencontre spirituelle, textuelle, artistique entre les deux artistes, puisque Jean-Honoré Fragonard a illustré en dessin, en peinture, en gravure, les textes, différents textes de Jean de La Fontaine. Et vous connaissez sans doute ces fables, mais les plus coquins d'entre vous, ou les plus intéressés tout simplement, connaissent aussi les contes grivois. En l'occurrence, Jean de La Fontaine est un écrivain du XVIIe siècle, il meurt en 1695, mais ses textes ont un impact considérable sur la société des années et des décennies suivantes. Et en tout cas, c'est un homme preste à la critique sociale à peine dissimulée, ce qui lui donne aussi une image, non pas d'opposant, mais de moraliste, que le siècle suivant, le XVIIIe siècle, et la philosophie des Lumières a évidemment apprécié. Donc on l'apprécie pour ce qu'il écrit, pour ce qu'il incarne, et donc on illustre son propos. Et un de ses ouvrages du XVIIe siècle ayant incontestablement inspiré la majorité des graveurs et illustrateurs du XVIIIe, ce sont les contes et nouvelles, aussi appelés les contes grivois ou licencieux, qui sont élaborés et publiés d'abord au XVIIe siècle. Donc les premiers contes grivois paraissent en 1665 et ils sont publiés avant les fables, et ces deux textes sont les deux ouvrages les plus importants de l'écrivain. Et 70 ans plus tard, au même moment que la représentation de Perrette de Jean-Honoré Fragonard, qu'on va étudier, Jean-Honoré Fragonard réalise également l'illustration des contes grivois. Il dessine plus de 50 images destinées à être gravées pour une publication des contes grivois. Donc si je vous parle de ça, c'est parce qu'à un moment donné de sa carrière, Jean-Honoré Fragonard vit, boit, mange, dort Jean de La Fontaine, et la société fait revivre cet écrivain. Donc c'est un thème, un sujet, un écrivain que notre artiste peintre connaît très bien. Donc les dessins pour les illustrations, mais aussi la peinture. Et notre tableau, le voici. C'est un bel ovale de 63 cm de long. Petite note sur le format, les tableaux ovales sont à la mode au XVIIIe siècle. Ils sont souvent utilisés en dessus de porte ou dans des petites pièces, comme des boudoirs, des chambres. Donc ils peuvent avoir des places précises dans les appartements. Comme pour les cadres rectangulaires, on ne crée pas trop de cadres réguliers qui ne mettent pas en valeur la peinture. Donc on ajoute des fioritures et des décors, des guirlandes, des rubans, comme c'est le cas ici aussi. Enfin, le format ovale a l'avantage de focaliser le regard du spectateur, ici sur cette mystérieuse fumée dont on va parler. Ce tableau donc est actuellement conservé à Paris, au musée Cognacq-Jay, qui est un très joli petit musée gratuit sur le milieu et la seconde moitié du XVIIIe siècle, et ce tableau évoque cette fable du livre 7 des fables de La Fontaine, Perrette et le pot au lait. Et particulièrement donc ces vers, Perrette là-dessus saute aussi transportée, le lait tombe, adieu veau, vache, cochon couvé. En revanche, il n'est dit nulle part que Perrette s'étale de tout son long, mais c'est histoire de coller un peu plus avec la version de Perrette. En grand danger d'être battu, le récit en farce fut fait.
Et en effet, on se dit que, pour paraître crédible, mieux vaut que Perrette tombe elle aussi. Bien joué donc, maître Fragonard, pour ne pas représenter le texte, mais le récit qui fut fait. À moins qu'il ne s'agissait vraiment d'un parti pris, d'une interprétation, ou simplement l'occasion de montrer une jeune femme avec les fesses à l'air. Bref, là, la chute se termine, est en train de se terminer, et pourtant, le lait est déjà répandu en flaques, et la pauvre petite est même déjà en désolement de sa situation. Et de son esprit s'envole ses rêves. Et moi je pense que c'était l'occasion de montrer des fesses à l'air. Donc ce qui intrigue quand même le plus, c'est cette joyeuse fumée blanche, une fumée lactée, qui va représenter de façon allégorique ces illusions perdues de Perrette. Et là, c'est tout à fait inédit dans la représentation de cette fable. Donc Fragonard innove intelligemment et crée quelque chose d'un peu philosophique dans cette scène pourtant très triviale. Ses rêves partent en volute, en coups de pinceau fouetté, ce vif mouvement du poignet reconnaissable dans la fumée, mais aussi dans la manche, dans les cheveux, dans les jupons. C'est-à-dire que voilà, au moment où je fais cette vidéo, on est en pleine canicule et ce sujet n'aide pas à se rafraîchir. Bref, l'ovale donc permet une focalisation sur cette fumée blanche, bleue et dorée, et donc le rouge vient attirer sur le jupon. Mais le jupon, lui aussi, s'envole et prend un mouvement ascendant, tandis que le blanc de la manche, qui est éclairé, et le blanc du lait se répondent. Donc vous voyez, il y a un équilibre du mouvement, et de la fluidité surtout. Et si vraiment on veut voir une ligne forte, alors on va se concentrer, on va regarder la diagonale qui est faite par la fumée, mais c'est vraiment parce que c'est la forme la plus importante et en cohérence du tableau. Parce qu'en fait, il n'y a aucune ligne de composition qui est strictement marquée. L'aspect horizontal de Perrette seulement, et encore. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est la fluidité et cet aspect vaporeux. L'importance des figures, quant à elle, est marquée par les finitions de la peinture. C'est-à-dire que les deux personnages moqueurs à gauche ne reçoivent pas de finition, alors que Perrette et ses jambes nues sont bien délimitées. On verrait même encore le trait du dessin sur le talon. Et puis, ce rouge qui nous attire, tel un taureau dans une corrida, sur le postérieur de Perrette affalée, et c'est déjà suffisamment honteux comme ça en réalité. Je sais que le rouge, ce n'est pas ce qui attire les taureaux, c'est pour l'image, vous l'aurez compris. Retenez que le rouge sur les fesses, ça attire. Et cette posture de Perrette n'est pas sans rappeler des peintures que Fragonard aurait pu voir, des peintures de François Boucher, qui est un grand peintre de Louis XV et de sa favorite, la Pompadour, et de peintures d'une certaine figure, d'une personne qui deviendra la maîtresse du roi, donc Marie-Louise O'Murphy. Et là aussi, c'était tout un jeu pour bien mettre en valeur les fesses, cette fois nues, de la dame. Et ça, ce sont des tableaux de 1751-1752 que Jean-Honoré Fragonard a pu voir, au moins en gravure. Et on rappelle d'ailleurs que Boucher a été le maître de Fragonard pendant un temps. Et puis qu'après 1765, Jean-Honoré n'en avait plus grand-chose à faire de la grande et noble peinture d'histoire. Lui, il voulait peindre des amourettes. En 1767, il satisfait la commande du baron de Saint-Julien, les hasards heureux de l'Escarpolette, et donc montre qu'il peint pour le plaisir du genre galant. Jean-Honoré, il voulait peindre la joie de vivre, des paysages bucoliques et évocateurs. Ici, bon, c'est un sujet littéraire, donc c'est encore acceptable, même si, voilà, Perrette est toute voile dehors malgré elle, qu'elle laisse apparaître ses jolis mollets tout ronds et le début de ses cuisses dans la pénombre de ses jupons. Que c'est coquin, cette cuisse naissante, très coquin. Malheureusement, on est à la fin du XVIIIe siècle, donc Jean-Honoré Fragonard, le genre galant, la dragouille, les amants cachés dans les buissons, ce n'est plus à la mode dans cette décennie 1770. C'est le néoclassicisme grandissant qui s'impose. Mais il peint toujours dans ce genre. Et Fragonard, c'est un peintre de tableau, mais c'est aussi un graveur sur papier, un illustrateur de livres. Donc que ce soit La Fontaine, l'Arioste, ce sont des sujets par lesquels il est passé. Et en ce qui concerne son travail, pour les contes, eh bien, il y avait des dessins qui étaient absolument impossibles à graver, et des images qui ne pouvaient être réalisées qu'en dessin et qu'en peinture. Et c'est pour ça qu'on a ce sujet en peinture de Jean-Honoré Fragonard. Qu'est-ce que Fragonard pensait de Perrette ? Que c'était une petite ingénue, une jeune femme du peuple qui marche pieds nus dans la campagne, une parmi toutes celles qu'il a l'habitude de peindre. Et il ne s'agit pas que de représenter une scène au plus simple. Il faut aussi la réfléchir, la penser, parce que finalement, c'est ça une fable. C'est montrer, dire simplement qu'on est tous capables de vivre la même chose, les mêmes situations, et d'avoir les mêmes pensées. Et c'est ça que Fragonard fait très bien. Lui, il va incarner des gens du peuple qu'il aime. Il appartient à cette classe populaire. Donc il va montrer des scènes de peine, des scènes d'amour et du jour le jour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère
vous revoir très bientôt sur Arcotech.